Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après le niveau primaire et secondaire, nous nous intéressons ce soir aux préparatifs de la rentrée scolaire dans le secteur de la formation professionnelle et technique. Un secteur sur lequel repose l'espoir de toute une jeunesse qui aspire à trouver un emploi décent après une formation dans les multiples écoles de formation professionnelle et technique du pays qui accueillent, faut-il le souligner, des milliers et des milliers d'élèves chaque année. Et pour parler de cette rentrée scolaire prévue pour le mois d'octobre, notamment le premier, aussi bien au primaire et secondaire que dans les écoles de formation professionnelle et technique, nous avons invité sur ce plateau tous les acteurs du secteur pour livrer leurs opinions sur les préparatifs de cette rentrée. Et comme invité, nous avons Dr Habou Abdou Batouré, directeur de la formation continue et de relations intersectorielles au ministère de l'Enseignement et de la formation technique et professionnelle. Monsieur Ousseini Magaji, représentant de l'organisation patronale des grandes écoles. Monsieur Mohamed Sanoussi Gonda, secrétaire général adjoint du bureau exécutif national du syndicat national des agents de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Et monsieur Assouman Mahamadou Issoufou, secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat national des enseignants contractuels des enseignements professionnels et techniques. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler des préparatifs de la rentrée scolaire 2025 au niveau de la formation professionnelle et technique. Comment les acteurs de la formation professionnelle et technique s'y préparent pour affronter la rentrée des classes. À quelques jours de cette rentrée, quelles sont les dispositions prises pour assurer une bonne reprise des cours aux élèves et enseignants. Tout est enfin prêt pour cette rentrée des classes dans les différents établissements de formation technique et professionnelle du pays. La réponse à toutes ces questions dans ce débat. Comment les acteurs du secteur de la formation professionnelle et technique s'organisent pour cette rentrée scolaire? On attend combien d'élèves et d'étudiants pour cette rentrée? Docteur Abou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Semogo. Merci pour cette opportunité que nous offrez. Donc, pour parler de la rentrée scolaire au niveau du ministère de l'Enseignement et de la formation. Nous allons d'abord rappeler que au niveau de ce secteur, nous avons 17 centres de formation technique et professionnelle. Nous avons 13 lycées d'enseignement professionnel. Nous avons 289 centres de formation au métier. Et nous avons 78 collèges d'enseignement technique. Sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays. Et donc, ces dispositifs, nous avons 4 dispositifs. Et ces 4 dispositifs accueillent aujourd'hui 111 457 apprenants, dont 7 878 au niveau du lycée, 8 046 au niveau du centre de formation technique et 40 844 au niveau du collège d'enseignement technique et enfin 54 689 au niveau du centre de formation au métier. Donc, ce que nous nous sommes préparés pour cette rentrée, nous avons d'abord procédé à la vérification des infrastructures au niveau régional. Donc, nous avons vérifié est-ce que toutes les classes et tous les ateliers sont disponibles pour cette rentrée. Donc, il faut d'abord que nous nous assurions que les infrastructures sont opérationnelles. Il n'y a pas eu des inondations, il n'y a pas eu de dégâts matériels pouvant affecter la rentrée. Donc, toutes les régions nous ont assuré qu'après vérification, les infrastructures sont disponibles. Après cette vérification, nous avons aussi vérifié la disponibilité des formateurs et des enseignants qui sont pratiquement 60 061 au niveau national. Donc, qui sont opérationnels et qui sont présents. Nous avons également vérifié la disponibilité de la matière et des programmes, n'est-ce pas, d'enseignement au niveau de ce centre-là, la disponibilité des équipements. Donc, et après ces vérifications, nous avons passé à l'étape supérieure, celle procédant à organiser les concours d'entrée dans le centre. Et aujourd'hui, nous avons eu pour le concours d'entrée dans le centre 3106 candidats et pour 1410 places au niveau de CAP et de BEP, donc au niveau des centres de formation technique. Après ce concours, aujourd'hui, qui sont en train d'être finalisés, la direction des examens va procéder dans peu de temps à la proposition de la décision qui permettra à ces élèves ayant candidaté donc de pouvoir savoir qu'ils sont admis et qu'ils vont aller au niveau de les centres. La troisième étape, nous avons procédé aux orientations. Nous avons eu les examens de CAP, les examens de BEP. Maintenant, nous avons reçu 5 523 dossiers de ceux qui sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle.
Et les 5523 dossiers, nous les avons analysés. En bref, nous avons retenu 5022 qui sont des dossiers reçus au niveau des directions régionales. Sur la base de 5022 dossiers, nous avons traité avec les critères qui sont mis à travers un arrêté qui a permis de fixer le critère d'orientation sur l'âge, sur les diplômes et sur les autres pièces. Nous avons aujourd'hui 4481 candidats qui peuvent être orientés dans nos centres. Et là, sur la base... un travail minutieux. Tout à fait, c'est un travail minutieux parce que nous avons des experts au niveau des différentes directions, surtout au niveau de la direction d'orientation scolaire et professionnelle, la DESP, qui n'a ménagé aucun effort aujourd'hui, M. Abdoulaye, pour aller sur le terrain dans les régions avec 16 experts sur 2 axes stratégiques pour vérifier la réalité, n'est-ce pas, des orientations qui se font. Parce que dans le temps passé, nous avons eu donc certaines remarques et certaines plaintes qui sont déposées par les parents. Mon enfant n'a pas été orienté, pourquoi? Pourtant, il remplit les conditions. Alors, pour éviter cela, nous nous sommes permis d'envoyer dans les régions 16 experts, donc dans toutes les régions, pour constater des visu les dossiers. Ils vont éplucher le dossier un à un pour constater est-ce que oui ou non les critères sont respectés. Il y a un arrêté qui a permis de préciser ces critères-là. Sont-ils respectés? Si oui, très bien. Donc aujourd'hui, en définitive... À ce niveau, je pose la question, il n'y a pas de petits arrangements, non? Non, il n'y a aucun arrangement. Aujourd'hui... Aucun. Donc, il y a un arrêté et tous ceux qui sont retenus dans les commissions d'orientation nationale, donc qui sont aujourd'hui des commissions d'orientation régionale, nous les préparons. Nous leur disons qu'aujourd'hui, il y a la question de responsabilité, d'imputabilité. Si vous vous permettez de faire des actes qui ne sont pas inscrits, qui ne sont pas corrects, alors vous serez sanctionné. La question de responsabilité, elle est là, elle est posée. Et tous les acteurs qui sont retenus au niveau de ces orientations régionales, permettant d'avoir les chiffres exacts des apprenants qui iront dans nos centres à la rentrée d'octobre, sont avertis qu'au moindre manque de respect au texte, manquement, ils seront pratiquement ils seront sanctionnés. Ils sont au courant. Ce qui a manqué par le passé. Parce que parce que souvent, il n'y a pas de sanction que les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, nous nous refusons, n'est-ce pas, le culte de l'impunité. Chaque acteur, n'est-ce pas, inscrit dans une légalité, dans des activités répondant au nom de l'État, doit être assez averti pour comprendre que la question de responsabilité, elle est personnelle. Elle est personnelle. Donc, s'il agit en contre-faux avec les textes de l'État, il se verra sanctionné. Donc, en un mois, avant de donner la parole à Magagien, on peut estimer combien d'élèves aujourd'hui on va acquérir pour cette rentrée au niveau de la formation professionnelle? 11 457. 11 457. 5 à 5 repartis sur l'ensemble du territoire. D'accord. Merci, M. Abou. On va revenir sur certains détails dans le débat. Merci. M. Bagaji, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. Comment les acteurs du secteur de la formation professionnelle et technique s'organisent pour cette rentrée scolaire 2025. Et je précise qu'elle est aussi prévue pour le 1er octobre prochain. Merci beaucoup, M. Abdoulaye. Permettez-moi d'abord de remercier les téléspectateurs et surtout la télévision nationale pour l'occasion que vous nous offrez pour nous exprimer, en tout cas pour la première fois, de manière officielle et formelle sur un plateau national par rapport aux préparatifs de la rentrée académique du secteur privé. Il faut rappeler que le secteur privé accompagne l'État sur la base des textes réglementaires. Oui, parce que c'est un pan aussi de cette formation professionnelle et technique. Donc, sur la base de 2 engagements. D'abord, le premier engagement, c'est l'engagement pour la formation professionnelle et technique. Le deuxième engagement, c'est l'engagement envers la qualité de la formation. À partir de ces engagements, c'est des instituts ou des centres de formation privés prennent le relais avec un cahier de charges. Ça concerne l'accompagnement de l'État. Souvent, nous avons des filières dans lesquelles l'État ne forme pas. C'est ça. Et nous accompagnons. Il y a des filières dans lesquelles l'État forme et l'État ne peut pas former tous les enfants, tous les jeunes. Donc, il faut que les parents prennent le relais en termes de financement. C'est ça. Alors, la rentrée académique, comme vous le savez, il l'a dit, demande une organisation rigoureuse. Bien sûr. Rigoureuse en ce sens qu'il réconcilie 3 objectifs. Il faut une exigence pédagogique, il faut une exigence administrative, il faut une exigence logistique. Ça, c'est le sous-secteur de l'FTT. Parce que dans le sous-secteur, ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas la craie et le tableau. Il y a d'autres points qu'il faut mettre en place pour mieux former les jeunes. C'est pourquoi il y a ces 3 exigences. Et ces 3 exigences vont accoucher sur un dispositif qu'on peut décliner en 5 actions. La première action, c'est la planification en amont. C'est-à-dire, quand on veut conduire une formation, une préparation des rentrées académiques, il faut 2 ou 3 mois avant la rentrée de faire une planification en amont.
La deuxième action, c'est de faire une phase d'organisation. C'est-à-dire, un mois avant la rentrée, mettre en phase une organisation. La troisième action, c'est la mise en place des infrastructures et des équipements. Comme je l'ai dit, le sous-secteur de l'FPT exige un certain nombre de dispositifs matériels et équipements spécifiques à chaque type de formation. La quatrième action, c'est la semaine de la rentrée. Ouais. Donc, quand on arrive à accueillir des jeunes qui sont venus apprendre un métier, il faut leur faire découvrir les exigences de l'apprentissage. Tout à fait, pour la première fois. Et enfin, la cinquième action, c'est le suivi accompagnement dès les premières semaines, surtout des premiers qui sont rentrés dans l'école. D'accord. Voilà les 5 actions qu'il faut s'engager pour préparer mieux une rentrée académique en termes. Mais rappelez que le sous-secteur de l'FPT représente aujourd'hui 32% de l'effectif national. 32% de l'effectif. Ça veut dire que c'est extrêmement important que nous travaillons ensemble, tous les acteurs, dont l'acteur principal c'est l'État, qui doit être le chef. Là, il y a je pose la question, il y a une collaboration aujourd'hui entre vous et le ministère de tutelle. Il y a un cadre de concertation permanent. Dans le directeur ici et le secteur permanent. D'accord. Et le secteur privé que nous sommes représente le deuxième vice-président du cadre de concertation. Nous sommes en partenariat direct. Et je rappelle que ce sous-secteur encore exige d'autres partenaires externes, qui sont le monde socio-économique, les ONG, les parents d'élèves et les syndicats qui jouent un rôle extrêmement important pour pouvoir aller dans le sens. Tous ces acteurs, avant la rentrée, il faut organiser et planifier une rencontre. Mais je crois qu'on va revenir plus en détail au niveau de chaque action. Tout à fait. Merci, M. Magaji. Merci. M. Gwanda, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. Comment les partenaires acteurs du secteur de la formation pour ces techniques s'organisent aujourd'hui pour cette nouvelle rentrée scolaire 2025. Merci, M. Tchemango. D'abord, nous remercions les téléspectateurs pour l'intérêt qu'ils accordent à suivre ce grand débat. Et de l'autre côté aussi, nous remercions la RTN pour cette occasion qu'il nous donne de nous exprimer par rapport à la rentrée 2025-2026 pour le sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Alors, pour les préparatifs de la rentrée, on a appris dernièrement que lors du Conseil des ministres que la rentrée est fixée pour le 1er octobre, comme d'habitude. Pour le 1er octobre, c'est ça. Donc, le FTP a d'habitude fait toujours sa rentrée le 1er octobre. Alors, pour les préparatifs du côté de nous, qui sommes des syndicats, des représentants des enseignants et des agents de la formation professionnelle, nous disons que les choses sont, beaucoup de choses ont été faites. D'accord. Et beaucoup de choses restent encore à faire. Parmi les choses qui ont été faites, c'est que, vous savez, il y avait des négociations, des débrayages pour l'année antérieure. Pour mettre fin à ça, il y a eu un communiqué conjoint entre le gouvernement et la partie des syndicats. Ce communiqué a eu lieu, c'était le 10 juin 2025. Pour mettre fin à tous ces tiraillements entre les deux parties. Alors, dans ce communiqué conjoint, il a été dit qu'il y a le recrutement. Il y a un comité qu'on va mettre en place pour le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Il y a un autre comité qu'on devrait aussi mettre en place pour l'appurement des incidences financières et des rappels salaires. Alors, on a attendu depuis le juin là, depuis le 10 juin 2025 jusqu'à avant-hier. C'est le 12, les deux arrêtés ont été pris par le Premier ministre. Pour satisfaire à cette exigence. Donc, on a voulu à ce que ça soit bien avant pour qu'on puisse vraiment faire avancer les choses parce que nous savons pertinemment dans quelle situation est ce pays-là. Alors, mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est ça. Mais on a préféré que ça soit un peu avant, mais ça va maintenant que c'est pris. Nous espérons aussi que ce comité va faire son travail aussitôt que possible et que ce recrutement que le gouvernement a promis en 2025, que ça devrait être fini en 2025, donc en janvier, mise en solde janvier 2026. Nous espérons que ça va aboutir. Et de l'autre côté aussi, pour les apurements des incidences financières et des rappels salaires, là aussi les sous-comités ont été mis en place pour analyser ça. Alors, de l'autre côté, pour ce qui est de la routine de la rentrée, notamment la matière d'œuvre, la disponibilité des fournitures scolaires et la suffisance des enseignants dans les établissements et aussi surtout la capacité d'accueil des établissements. Parce qu'il faut souligner, et il se trouve que dans certains établissements de la formation professionnelle, où on fait la formation professionnelle, où le plateau technique suffisait pour former
une vingtaine ou une cinquantaine d'apprenants, on se retrouve maintenant avec plus de 200 apprenants dans un atelier. Alors chaque année, nous connaissons tous l'explosion démographique du pays. Bien sûr. Mais la population augmente, mais les structures d'accueil n'augmentent pas. Donc là, pour que ça soit vraiment dans des conditions optimales, il faut une adéquation. Il faut que chaque fois que le gouvernement mette du sien pour faire une extension des plateaux d'accueil des établissements de l'FTP. D'accord. Voilà. Pour ce qui est de la mature d'œuvre, le docteur a parlé des préparatifs, donc le point là où on est. Alors là, vous savez, comme mon prédécesseur l'a dit, la formation professionnelle, ce n'est pas seulement la craie, les cahiers, le tableau. Bien sûr. On a besoin de la mature d'œuvre. C'est ça qui coûte extrêmement cher. Et dans la situation actuelle, l'État aussi est en train de faire ce qu'il a à faire. Mais quand même, nous appelons au gouvernement de mettre tout en œuvre pour que vraiment les établissements soient dotés des matériels et des matières d'œuvre suffisantes. Parce qu'il ne suffit pas d'orienter les enfants. On a entendu parce que c'est un métier qu'ils doivent apprendre. Évoqué le nombre des apprenants qu'on envoie chaque année et le nombre des apprenants qu'on forme chaque année. Alors ces apprenants-là ont besoin de matières d'œuvre, ont besoin d'équipements, ont besoin des matériels et des matériaux pour faire leur travail. Donc ça devrait vraiment être... À cette date, ça devrait être directement... Il va répondre tout à l'heure pour savoir ce qui a été fait, parce qu'il y a une question dans ce sens. Bien sûr. D'accord. Oui. C'est bon. Donc, je crois que tout ça là doit être fait et doit être amélioré. Voilà. D'accord. Merci. Merci, M. Gonda. M. Mamadou, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que déjà les trois autres invités ont avancé, sur comment les acteurs du secteur de la formation professionnelle et technique s'organisent pour cette rentrée scolaire? Bonsoir, M. Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir, pratiquement tous les invités et les spectateurs qui nous suivaient de pratiquement toutes les régions du Niger. Abdoulaye Tamago, je ne voudrais pas trop prendre de temps pour expliquer un peu la situation dans laquelle nous souhaiterons que cette organisation de rentrée, qui inscrit le cœur de pratiquement toute la population, qu'elle soit une réussite pour le Niger. Parce que c'est ça le souhait de tout un chacun. C'est vrai, les difficultés ne manquent pas. Surtout, dès qu'on dit une rentrée ou bien l'éducation, c'est un système. En fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Mais c'est maintenant de prioriser les prérogatives. Puisque nous qui sommes au niveau de la formation professionnelle et technique, en dehors des enquêtes ou bien des travaux que le ministère vient de nous informer tout à l'heure qu'ils ont eu à faire par rapport aux infrastructures d'accueil, nous pouvons dire que Dieu merci. Si la majorité des écoles n'ont pas été attaquées par les inondations, nous pouvons accueillir les élèves. Contrairement à l'éducation nationale. Oui, contrairement à l'éducation nationale. Tant mieux. Maintenant, la question aussi de la composante enseignant. C'est ça encore l'inquiétude. Puisque nous, à notre niveau, par exemple, nous qui sommes des enseignants contractuels, il faut qu'on tienne compte de la situation des contractuels. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'honneur de le dire sur ce plateau, mais je suis obligé de le dire, parce que je sais que les contractuels nous écoutent aujourd'hui. Jusqu'à la date dont nous sommes aujourd'hui, aucun contractuel n'est pas né dans ses droits par rapport à la rémunération. Jusqu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. À la date d'aujourd'hui. Supposons que les pécules. Supposons que la rentrée n'a pas été repoussée. Ça n'allait pas être effectif. Je suis certain qu'il y a des parents, des enseignants contractuels qui sont aujourd'hui pères de famille, qui ne peuvent pas avoir le courage, non seulement de préparer la rentrée de leurs enfants, mais aussi de regagner les postes de travail. Il faut qu'on revoie cette situation-là. Nous n'avons pas dit que le pays ne peut pas ou bien peut résoudre le problème de l'immédiat, mais de diminuer. Nous avons les mêmes exigences. Aujourd'hui, vous allez voir que si les enseignants contractuels disent qu'ils vont prendre des dispositions par rapport aux droits de travail, chaque 8 du mois, après les activités, ils peuvent aujourd'hui décider de dire qu'ils vont arrêter les activités. Et ce n'est pas bon pour l'école nigérienne, surtout dans l'enseignement professionnel. Qui aujourd'hui, il y a des consommables qui sont utilisés par jour. S'ils n'ont pas été, la compétence qui n'a pas été enseignée aujourd'hui peut avoir des répercussions sur le programme. Je passe sur le contrôle de nos supérieurs qui sont là. Dans ce cas, c'est vraiment quelque chose souvent qui dépasse le ministère. Ceux-là qui nous écoutent savent de qui nous parlons. Puisque c'est la situation de contractuels de la formation professionnelle et technique. Aujourd'hui, si nous prenons l'ensemble des enseignants, il faut voir, nous sommes au niveau de 3567
contractuels. De l'enseignement professionnel. 3 000 combien vous dites? 3 567. D'accord, aujourd'hui. Je pense que si je dis ça, le ministère est là. Et qui ont combien d'années de contrat aujourd'hui, qui ont au-delà de 10 ans de contrat. Au-delà de 10 ans. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai plus de 10 ans de contrat. Dans ce cas, il y a déjà des gens qui dépassent encore en termes d'âge et en termes de machin de contrat. C'est pas bon de le dire souvent, mais il faut qu'on revoie la situation de contractuels. Il a parlé d'un point très important. Nous remercions, puisque ce n'est pas parce que nous sommes des syndicats. Il faut que souvent, si nos autorités font des choses, qu'on reconnaisse. Vraiment, nous reconnaissons les efforts de CNSP et du gouvernement actuel. Puisqu'ils sont en train d'écouter et de voir les cris de cœur et de voir comment prendre des dispositions. Nous avons fait des suivis par rapport à cette situation de sortie des arrêtés qui sont avant-hier. Nous avons fait des suivis. Le 12 exactement. Raison pour laquelle nous avons gardé le silence pour voir d'abord exactement est-ce que ce qu'ils ont pris comme disposition, ça va sortir. Parce qu'à un moment donné où c'était le Premier ministre qui était en déplacement, dans des trucs comme ça, bon, ça n'a pas été facile. Il y avait eu tellement des organisations, des réunions et autres activités aussi. Il n'a pas eu le temps de rester, alors que ça est au niveau de sa cellule. Donc maintenant que c'est sorti, au-delà d'accélérer, c'est de mettre la sérénité dans le travail. C'est de mettre du sérieux dans le travail. Ah, du sérieux, ok, d'accord. Parce que nous sommes un regroupement des syndicats qui sont là-bas, qui vont travailler avec les autres encore partis. Il faut que chacun sache qu'il est parti pour une responsabilité, pas une partie prenante. Ok. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas partis pour marchander des postes. Ils sont partis pour prendre des... Vous parlez de vos représentants? Nous parlons de tout le monde. Tous les acteurs. Souvent, les gens font ça? Je pose la question parce que vous me donnez l'occasion. Quand les gens souvent vont dans ces comités autres-là, ils négocient pour eux-mêmes et pas pour... Moi, je vais vous dire quelque chose. On y va alors. Monsieur Abdoulaye, quand notre ministère avait été dirigé par des politiciens, nous avons 167 places qu'on nous a octroyées pour le recrutement à la fonction publique. 167. Et comment ça s'est passé? Ces 167-là avaient eu des critères de 4 ans peut-être d'ancienneté sur le terrain. Mais vers la fin, on a enlevé tous les critères. On a enlevé tous les critères. Tous les critères. Pour prendre qui? Pour prendre des gens qu'on avait déjà préparés sur le terrain. Et on a créé des filières qui n'existent même pas dans la formation professionnelle pour casser des gens. D'accord. Nous étions 2. Et on a pris quelqu'un que nous... Ça, c'est avant les événements du 26. C'est avant les événements du 26. Malgré qu'à l'arrivée des militaires, ils ont fait tout pour faire la mise en solde. Chose que les politiciens n'ont pas fait. Ils ont en train de traîner avec les gens. Voilà, malgré tout. Voilà. Mais c'est cette fois-ci... Donc les gens, ils ont recruté leurs amis politiques, quoi. C'est ça? En tout cas, non, je pose la question. Ça, je le dis haut et fort. Ils ont recruté leurs amis politiques. Ils ont recruté, puisque nous, après le recrutement, après la mise en solde, nous avons fait des suivis sur le terrain. Je parle sur un jargon qu'on parlait que les stages, je pense que de 6 mois sur le terrain. Nous sommes allés jusqu'à Agadez. D'accord. Pour vérifier dans les établissements, est-ce que les gens là qu'on a amenés, qu'on a recrutés, est-ce qu'ils sont là? Nous avons trouvé des gens qui ont abandonné les postes. Ils sont revenus à Niamey après avoir pris service. Et nous sommes revenus au ministère. Après avoir un numéro matrique. Nous sommes revenus à Niamey pour dire au ministère, tant que ces gens-là ne regagnent pas leur poste de travail, ils sont en stage, il faut retirer leur numéro matricule. Ça, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Ça a été fait ou pas? Bon, ils ont regagné leur poste de travail. Parce qu'ils sont obligés de retourner. Donc ça, nous sommes dans l'obligation en tant que représentants des contractuels de suivre de près. D'attirer l'attention des gens. Et de suivre de près. Ils ne partent pas pour négocier pour eux-mêmes, mais pour négocier pour ou bien pour un syndicat ou bien quelque chose qui ressemble à ça. Donc il faut que si des critères ont été déterminés, de dire que des gens qui ont peut-être telle catégorie d'âge d'enseignement ou bien telle catégorie d'âge dans l'enseignement, il faut qu'on respecte. Puisque tout compte fait, le souhait des autorités actuelles, c'est de recruter et faire mettre fin à la contractualisation. Ce qui veut dire que c'est quelque chose vraiment dans le respect. Et de l'équité surtout. De l'équité. Voilà. Alors, cet effort qu'ils ont fait, nous comptons sur eux de vraiment garder la dynamique pour répondre aux attentes des enseignants. Au début de 2026. Vos amis qui sont dans le comité là ont compris votre message. Alors, deuxième chose, monsieur, on y va. Avant ce recrutement, qu'ils gardent aussi à l'esprit que le paiement de pécule des enseignants peut avoir un impact, le retard de paiement, je veux dire, un impact sur la rentrée. D'accord. Puisque aujourd'hui, ce que les gens négligeaient, ce n'est pas le pécule de ce mois que nous attendons, le pécule du mois passé. Ce qui veut dire que si on dit que le 1er octobre est la rentrée, chaque enseignant contractuel attendait son pécule du mois d'octobre. Et je pense que l'État ne va pas dire jusqu'au 20 qu'il va payer. D'accord. Vous voyez ça, non? Donc nous pensons qu'ils n'ont qu'à faire tout pour payer les gens, mais aussi accélérer pour payer avant la rentrée. D'accord. Le message est passé, Mamadou. Alors, autre chose, nous avons
un point commun avec l'enseignement général qui est les infrastructures, comme l'avait su bien dit tout à l'heure, ou bien les fournitures scolaires. Mais nous, la particularité, c'est surtout les matières d'œuvre. Dans le passé, je passe sous le contrôle, je pense que du ministère qui est là, dans le passé, il y avait une pratique que moi, personnellement, quand j'étais secrétaire général dans les régions, je n'ai pas aimé. Laquelle? C'est le marché public. Le marché public. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Pour une matière d'œuvre. Une matière d'œuvre. Comme quoi, un exemple Par exemple, je vous prends un exemple. Un établissement a besoin d'une matière d'œuvre. On dit qu'on va lancer le marché, on va donner un marché public, on va faire l'offre. Et un appel d'offre. Un offre. Donc, une offre avec un avis d'appel d'offre, autant pour moi. Donc, vous voyez que le fournisseur, avant qu'il vienne pour réagir, l'école attend. On sélectionne les gens là. On fait l'évaluation de ces gens-là. On leur donne le temps d'aller à la recherche de ces matières d'œuvre-là. Souvent, les matières d'œuvre qui n'existent pas dans la localité là où ils sont. Il faut que peut-être ils passent la commande ailleurs, dans les autres régions et des trucs comme ça. Maintenant, à l'arrivée, la réception de ces matières, la répartition de ces matières, pour que quelqu'un, peut-être à partir, je prends un exemple, à partir des villes comme Agadez, quelqu'un est habilement, il faut qu'il vienne pour récupérer ces matières. Les enfants les attendaient. Quand nous avons fait un calcul dans le passé, ça prend 6 mois. 6 mois. Pour une année scolaire qui dure combien de temps? Dans l'école en train de 6 mois dans 9 mois. Dans 9 mois, ah oui. Alors que les enfants sont en train d'attendre pour qu'on commence les TP. Et ces TP coïncident avec vers la fin de l'année. Et c'est en ce temps-là qu'on prépare même certains candidats pour les examens. Et autre chose que moi, je n'ai pas aimé, que nous avons vu. Nous n'avons pas aimé en tant qu'enseignants. C'est que c'est vers la fin que ça vient. Et maintenant, l'enveloppe a lieu pour préparer les examens. Souvent, vous allez voir que dans le passé, je parlais. Je pense très bien. Maintenant, ça a été un peu corrigé, mais malgré tout, il faut qu'on mette encore beaucoup de vigilance. Vous allez voir que l'enveloppe qu'on a lieu pour les examens, au lieu de payer la matière là, non, c'est la matière qu'on a livrée qu'on va essayer d'utiliser pour faire les examens complétés. Et maintenant, voilà, l'enveloppe s'est disparue. Je ne sais pas, entre les mains de nos responsables. Nous avons l'habitude de voir entre un directeur régional et un enseignant, on ne le sait pas pour le dire, il ne faut pas bagarrer par rapport à des miettes. Donc tout ça là, je pense que le ministère est là. Et ils sont vraiment, c'est les mêmes têtes qui connaissent les mêmes problèmes. Et nous pensons qu'ils vont résoudre le problème-là, maintenant que le ministère est devenu un ministère spécifique de la formation professionnelle et technique. Et ça, là, c'est un cri de cœur vraiment pour nous tous. Parce que demain, s'il était là, il était enseignant. Bien sûr. Si demain, il peut ne pas être là, peut-être celui-là, il sera à sa place. Ça, on a un peu suivi la visite du ministre de la formation professionnelle et technique à l'intérieur du pays, où ces différents points que vous avez évoqués ont été soulevés. Et je crois que le ministre a vraiment dit qu'il va prendre les dispositions pour qu'il n'y ait plus de manquement par rapport à ça. Ça, on a suivi tout ça, ces visites. Et je pense qu'on va attendre voir, parce que le ministre lui-même était conscient de la situation qui a été présentée dans les différentes régions qu'il a visitées. Donc, on espère qu'on trouvera le solution. D'accord, Mamadou. Merci beaucoup. Merci. On va avancer. Monsieur docteur, vous avez présenté tout à l'heure la situation de comment le ministère est en train de s'organiser pour préparer la rentrée. Vous avez donné même un chiffre de plus de 11 000. 111 000. 457. 111 000, hein, et qu'on attend pour cette rentrée. Voilà. Maintenant, de manière très concrète, quelles sont les dispositions pratiques qui ont été prises pour assurer cette reprise des cours aux élèves et enseignants pour cette rentrée? Surtout quand vous avez écouté, ils ont dit la formation professionnelle et technique, c'est quand même différent de l'enseignement général, puisqu'il faut des outils, il faut de la matière d'œuvre et tout. Comment tout ça a été réglé aujourd'hui, à la veille de cette rentrée? À la veille de cette rentrée, nous allons, M. Abdoulaye Tchamogo, vous préciser que d'abord pour les fournitures scolaires, la commande est déjà lancée. Nous attendons incessamment. Elle est déjà lancée depuis quand? On est à quelques jours de la rentrée, elle a été lancée depuis quand? Nous attendons incessamment la livraison des fournitures scolaires pour qu'elles soient dispatchées au niveau de J'ai dit, vous avez fait la commande, là, elle a été lancée quand précisément? Ça a pratiquement 2 mois, sinon plus de 2 mois. Plus de 2 mois, oui. Bien avant la séparation entre les deux ministères. Oui, c'est vrai. Bien avant la séparation. C'était tout un ministère qui gérait ça. D'accord, on est d'accord. Maintenant, s'agissant de cette question de la matière d'œuvre-là, d'abord, nous avons 2 catégories de matière d'œuvre. La première, celle qui sert au fonctionnement de centre. Cette matière d'œuvre, elle fait aussi l'objet du respect, je dis bien encore, du respect des règles de procédure de marché public. Nous, aujourd'hui, au Niger, nous avons quand même un code de passation de marché public pour lequel nous sommes obligés de respecter. Nous ne pouvons pas, pour que la matière soit disponible
disponibles dans un temps record, faire des marchés de gré à gré. C'est aujourd'hui ce que nous voulons éviter. Voilà. Nous voulons éviter ce genre de pratiques qui permettent à Sato de s'enrichir en un laps de temps sur le dos de l'État. Donc c'est pourquoi il est important, M. Abdoulaye, de respecter les règles de procédure de marché public. Donc qui permettent d'abord de faire un avis d'appel d'offres. Les entreprises nigériennes, nous le souhaitons, qui ont la capacité de pouvoir postuler, vont postuler, déposer leur dossier, concourir, et il y aura un comité technique. J'ai été d'habitude, le plus souvent, le président du comité d'experts est chargé de déballer les offres des entreprises nationales ou internationales qui déposent les dossiers pour avoir le marché pour la matière d'œuvre. Et il y a un respect par rapport à la commande, par rapport à la livraison, par rapport à la réception et par rapport au transport de cette matière d'œuvre au niveau de localité, au niveau de région. Si bien qu'il y a une procédure qui il a déploré les délais. Les délais, bien mais sûr. Nous sommes obligés de respecter les délais. Il a parlé de 6 mois. Ça ne peut pas attendre 6 mois. Pour une année de 9 mois, si c'est à 6 mois qu'on livre ça, donc le plus souvent, il est vrai que quelques retards peuvent être constatés. Mais cette matière d'œuvre-là, au plus grand tard, lui, il sait très bien, il peut le confirmer, dans la région du Niamey et dans les autres régions, à partir du mois de novembre et décembre, cette matière d'œuvre est déjà sur place. Elle est déjà sur place. Et mieux, nous apprêtons donc des véhicules, des camions, sous la supervision des directeurs régionaux qui les amènent au niveau de chaque localité. La deuxième catégorie, c'est la matière des examens. Là, nous sommes obligés de quantifier les candidats. Les candidats qui sont au niveau des examens d'État sont pris en compte pour calculer la matière d'œuvre. Donc, ceux qui sont dans les différentes filières, électricité, bâtiment, plomberie. Donc, on calcule la matière d'œuvre, on met cette matière et les calculs au niveau de la gestion des examens et maintenant qui passe aussi un avis d'appel d'offres. Donc, dans les deux cas, nous sommes obligés, au regard du texte du Niger par rapport à la passation des marchés publics, de respecter les... Ce qu'on peut dire au camarade EG, c'est peut-être nous permettre en ces temps exceptionnels d'écourter les délais de passation ou de prévoir une procédure exceptionnelle. Oui, bien sûr. Oui, pour permettre donc de la rendre disponible. Ça, nous sommes d'accord avec vous. C'est interne au niveau du ministère. C'est interne au niveau du ministère. Et les ministres l'ont si bien dit que nous allons prendre les dispositions qui s'imposent pour que cette matière d'œuvre soit disponible au niveau des centres. Et au niveau du plateau technique vous avez des plateaux techniques, non? Parce qu'on a vu, il y a des outils techniques. Comment ça se passe? Les équipements. Oui, les équipements. Les équipements. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans tous les centres que nous avons 13 lycées d'enseignement professionnel et nous avons 280 CFM, 72 collèges d'enseignement technique. Dans tous ces dispositifs-là, les 4 dispositifs, sans parler des dispositifs spécifiques comme le CMSN ou le SNP, il y a quand même des équipements qui permettent... qui sont là dans les ateliers. Ils parlent bien des équipements d'ateliers qui permettent aux apprenants... Parce que souvent, il ne suffit pas de rassembler l'équipement dans une salle. Aujourd'hui, c'est vérifiable. Vous allez au niveau du lycée d'enseignement professionnel Issabiri, vous allez trouver tous les ateliers qui sont équipés. Vous partez au lycée Kalmaharu, il sert à Kalmaharu, les ateliers sont opérationnels. Vous partez au niveau du lycée Maradi, les équipements sont opérationnels. Dans tous les lycées que nous avons, que ce soit à Agadez, dont il a parlé, au niveau du lycée professionnel de métiers, au niveau du lycée professionnel d'hôtellerie et de tourisme, les lycées professionnels d'hôtellerie et de tourisme, il a même un hôtel équipé à Agadez. Si bien que nous avons même dépassé aujourd'hui le cap de simples dispositifs classiques de prise en charge des apprenants dans les transferts de compétences pour leur permettre d'avoir les compétences requises et maîtriser un métier. Aujourd'hui, nous partons vers des métiers spécifiques. Nous voulons abandonner la question des filières pour aborder des métiers. C'est pourquoi aujourd'hui, M. Abdoulaye, sans être trop long, quand vous partez à Difa, vous avez un lycée professionnel de métiers du pétrole qui prépare à tous les métiers du pétrole. Aujourd'hui. D'accord. Il a été construit, il a été équipé et il a fait l'objet d'une affectation des enseignants, chacun dans son domaine. Donc c'est pour la rentrée prochaine? Il est déjà opérationnel. Vous partez à Agadez, lui, il avait servi à Agadez le lycée professionnel d'hôtellerie et de tourisme, LPHT, qui a tous les équipements nécessaires adaptés aujourd'hui à l'hôtellerie et au tourisme et qui musée à un hôtel qui peut aujourd'hui recevoir, je peux le appeler 2 étoiles. L'État est en train de fournir beaucoup d'efforts. Oui. Donc, et nous voulons changer. Nous voulons aujourd'hui abandonner les systèmes classiques de transfert de compétences. Les anciennes pratiques. Voilà. Nous voulons que nos apprenants aujourd'hui, quand ils vont sur le marché, soient à mesure de pouvoir être compétitifs et honorer les engagements au niveau des entreprises. C'est pourquoi l'État a déjà signé un arrêté avec les entreprises privées. Lui, il est le vice-président de la CGPN, la Confédération Générale du Travail, du patronat du Niger, avec lequel nous avons un cadre de concertation qui nous permet aujourd'hui de rassembler les chefs d'entreprise. Il ne s'agit pas de former, mais il s'agit aussi d'insérer. Après la formation, l'apprenant doit être à mesure d'être employable sur le marché. Il faut que ces compétences répondent
aux besoins de l'entreprise qui veut bien le recruter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de changer et d'émigrer. C'est une migration incontournable qui nous permet d'abandonner la filière pour aller vers le métier de pâtissier, les métiers de boulanger, les métiers de maîtreur, les métiers de poteau-voire. Bref, l'apprenant, quand il sort, il est à mesure d'être à son poste de travail et d'être opérationnel. Sans attendre dans le temps passé, il faut qu'il fasse 6 mois pour qu'il soit productif. Aujourd'hui. Et tout ça, je peux la question, à l'actif du CNSP ou... mais aussi à l'actif du CNSP. Oui. Nous avons aujourd'hui des instructions fermes qui nous permettent de changer la mentalité. La mentalité, oui. Et nous avons commencé, et M. Magaji le sait très bien, et en 2024, nous avons fait 5 rencontres avec les entreprises privées. Et le CNSP nous a instruits et nous avons fait 5 rencontres dans ce domaine-là. Et pour changer la mentalité, et pour qu'aujourd'hui, le Niger ne soit pas seulement à la terre, pour qu'il soit à mesure de faire en sorte que les apprenants qui sont formés dans nos centres soient à mesure d'occuper le marché de l'entreprise. D'accord. Docteur, avant de donner la parole à Magaji, il y a aussi un aspect. D'accord, je vous écoute. Et c'est concernant aussi les infrastructures, je parle des écoles techniques, parce qu'on a vérifié aussi dans la région de Zander, on a donné des marchés publics pour la construction de certaines infrastructures. Ça n'a jamais été fait, c'est inachevé. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau, si on peut comprendre? Je dois vous dire que nous avons... Je suis sûr qu'il n'y a pas que la région de Zander, si on vérifie. Mais au moins à Zander, il y a quand même des infrastructures. Il n'y a pas que Zander. C'est un marché public. Il n'y a pas que Zander. Il y a où et où? Il y a aussi d'autres régions comme Tillabéri, comme le ministère en ce moment actuel s'est inscrit dans la logique de l'état du lieu pour situer les responsabilités. Donc on a donné des marchés de construction d'infrastructures à des gens et qui n'ont pas finalisé. Qui n'ont pas honoré. Et ils sont là. Ils sont là. Nous allons prendre les mesures nécessaires. D'ailleurs, déjà, il y a une enquête qui est en train d'être faite pour que ces responsabilités soient situées par rapport au marché de construction sur le plan national. Dans chaque région où on a un entrepreneur qui a eu un marché, qui a commencé des travaux, mais qui n'a pas fini et qui a abandonné. Nous avons fait le tour avec le ministre professeur Formoumouni au niveau il a fait d'abord Tillabéri, Maradi, Zander et Dosso. Bien sûr. Donc, on a suivi les images. Mais bien sûr, partout où nous allons, nous pouvons peut-être constater avec désolation certains chantiers qui sont abandonnés. Et comment on peut expliquer ça? Bon, c'est peut-être le manque de sérieux dont il a parlé au niveau surtout de nos entreprises. Surtout au niveau des entreprises locales qui n'arrivent pas le plus souvent à honorer des engagements dont nous allons peut-être poursuivre pour que ces responsabilités soient soutenues. Là, sans trop m'avancer, nous sommes dans la logique de l'état du lieu. De l'état du lieu. Concrètement, pour savoir qui a fait quoi, avec qui, pour quel montant et quelle est la procédure qui lui sera appliquée pour qu'il réponde. Donc, si besoin est. On va attendre le résultat de cette enquête. Merci beaucoup. Oui, Magaji, qu'est-ce que vous allez ajouter sur vraiment de manière très concrète ce qui est fait pour assurer une bonne reprise des cours aux élèves et enseignants pour cette rentrée? De manière très concrète, permettez-moi de contextualiser tout ce qu'ils ont dit. Vous savez, le système de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle est très contextualisé. Ils l'ont dit d'une façon, ça exige une innovation permanente parce qu'il est lié à la dynamique du marché du travail. Le président de la République à Zander, sa dernière sortie à Zandi, a rappelé cela en langue Hausa, pour ceux qui l'ont bien compris. Il dit qu'autant former des jeunes capables d'être employables ou d'être auto-employables. C'est ça. Que de former des gens qui sont très rhétoriques. Il a dit ça en Hausa. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un défi qu'il lance. Et c'est pour dire que l'FPT a des défis. Et c'est un enjeu aujourd'hui pour la refondation. Et pour que ça soit un enjeu, il faut que nous tous, on se donne obligation de résultats. Il l'a dit, tous l'ont dit. Une obligation de résultats par rapport aux missions qu'on nous a enseignées. Une obligation de résultats par rapport à la qualité de la formation. Ça veut dire quoi? Désormais, l'FPT n'est plus l'offre de formation. L'FPT doit être une demande du marché de l'emploi. On ne forme pas pour former. On doit regarder la dynamique du marché de l'emploi aujourd'hui, l'évolution actuelle et future de notre marché. Qu'est-ce que le Niger aura besoin dans 5 ans, dans 10 ans? Puisqu'il y a des secteurs clés qui sont inscrits dans la stratégie nationale du CNSP. Donc, nous disons qu'on doit s'aligner à cela. Et il y a 3 éléments essentiels si on veut aller à cette dynamique. Premièrement, l'indicateur de la qualité de l'FPT, c'est les enseignants. Les enseignants. Et les formateurs. D'accord. Il y a des enseignants... Aujourd'hui, je pose la question, il y a ces enseignants vraiment de qualité au niveau de ces écoles ou pas? Voilà, donc, il faut savoir. Au niveau de l'FPT, il faut situer qu'il y a des enseignants qui sont formés
pour enseigner dans les centres de formation. Ah, d'accord. Il y a des formateurs dont on fait appel à eux, qui sont des professionnels rompus à la tâche, qui exercent le métier, qu'on fait appel. Donc, la particularité de l'FPT, c'est qu'il y a deux types d'intervenants en matière de formation. On y va. Donc, ces enseignants qui sont formés dans des écoles spécialisées en pédagogie active dans l'FPT, nous avons un centre qui est créé, je ne sais pas si c'est opérationnel ou pas jusque-là, en tout cas, l'INSEPT, qui doit prendre en charge ce renforcement de capacité en termes de formation continue. Et en plus, le monde socio-économique, les professionnels doivent intervenir pour agir sur certains types de formation, sur certains modules, sur certains apprentissages. Ça, c'est l'exigence, c'est cet alliage-là qui donne le produit fini opérationnel. Maintenant, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la disponibilité de matière d'œuvre. C'est ce qu'ils appellent tout ce qui est outils pédagogiques qu'il faut mettre en place. Ça ne vient pas pendant la formation, ça vient en amont de la formation. Si vous connaissez les effectifs, vous connaissez le nombre de filières, de spécialités, on tend vers quel métier? Est-ce que ce métier n'a pas évolué? On a besoin de quel... On peut avoir la matière d'œuvre. Et ça aussi, c'est pris en compte dans vos écoles? Dans nos écoles, nous avons obligation de résultat. Parce que le troisième niveau, c'est la transparence sur toute la chaîne. La transparence. La transparence. Il l'a dit. S'il n'y a pas la transparence dans le choix des enseignants, on ne peut pas prétendre à une qualité de formation. Ça, c'est vrai. Donc, au niveau du secteur privé, nous avons obligation de résultat. Il faut réunir les parents d'élèves. Il faut leur informer dans la plus grande transparence. Le personnel enseignant, il faut les préparer. Et les partenaires, qui sont les entreprises qui nous accompagnent en termes de stage, en termes de formateurs. Donc, quand on rentre dans cette dynamique, j'ai parlé de 5 actions qui sont des exigences qui, pour répondre aux 3 exigences, l'exigence pédagogique, administrative et logistique. Donc, la première action, quand vous voulez faire une rentrée dynamique qui réponde vraiment à des objectifs clairs, parce que nous allons nous aligner par rapport aux missions que l'État nous donne, parce que nous travaillons en permanence avec eux. Donc il faut élaborer un calendrier académique en respectant le calendrier de l'État, dans le délai, et harmoniser avec les autorités éducatives ou le ministère de tutelle tout ce qu'ils ont mis comme plan de démarrage du cours. Et en termes de mise à jour, parce que je vous dis, la dynamique du marché exige une réactualisation. On est d'accord. Et donc il faut vérifier la conformité des référentiels passés par rapport à l'évolution du marché et aux référentiels nationaux ou aux référentiels nationaux par secteur. Alors, il faut aussi adapter les besoins du marché du travail. J'insiste beaucoup là-dessus parce que le concept adaptation, il a dit, on tend vers de métiers, on doit laisser ce concept. On doit aller vers un concept de co-construction de métiers. Parce que vous pouvez démarrer une formation. En 3 mois, ce métier évolue, surtout avec le numérique. Il faut abandonner, il faut introduire un nouveau outil, de nouveaux outils pour pouvoir modifier cette formation pendant 3 mois après la rentrée. Donc c'est pourquoi il faut aller vers la co-construction. Si vous faites l'adaptation, vous allez rester dans 1 an, dans 2 ans. Or le métier évolue, ce qui va sortir ne répondra plus au marché. Donc le recrutement des enseignants. Au niveau du privé, nous avons l'exigence de chercher des enseignants de qualité. J'ai dit nous avons obligation de... Sinon on va disparaître. Vous les trouvez ou pas sur le terrain? On trouve sur le terrain des enseignants de qualité parce que nous tendons vers la formation professionnalisante. C'est-à-dire nous mettons plus l'accent sur les professionnels qui exercent le métier pour venir transmettre des compétences, pas des cours théoriques. Nous avons renversé la tendance parce que aujourd'hui l'exigence du marché, c'est le résultat. Toute entreprise cherche un résultat, un homme compétent. Or, si eux-mêmes participent à la formation à travers leurs formateurs, à travers les agents qui relèvent du milieu socio-professionnel, ils sont assurés de cette formation parce qu'ils participent à la réactualisation des programmes. Et enfin, et la préparation logistique et infrastructurelle. Vous savez, chaque année, il faut réhabiliter les salles. Ils l'ont dit. Et on ne le réhabilite pas à la rentrée. Il faut réhabiliter les ateliers, les laboratoires académiques et les équipements. C'est extrêmement important. Ça a un coût. Mais comme je dis, l'FPT coûte très cher. Mais on ne regrette pas si le pays arrive lui-même à prendre en charge sa formation. Si vous le permettez, Ablaye, j'ai retenu toujours, on a rencontré, dans le cadre de notre rencontre, un responsable du patronat nigérien, pas de montre, si vous le permettez, je peux dire son nom, que je respecte beaucoup, qui nous accompagne beaucoup en termes de réflexion, M. Idi Ango Ibrahim.
je crois que c'est lui, l'ancien président de la Chambre de commerce. Oui, l'ancien président de la Chambre de commerce. Il nous a dit qu'aucun pays ne peut sous-traiter sa formation professionnelle et technique et prétendre à un développement économique ou industriel de son tissu économique. C'est bien dit. Ce n'est pas possible. C'est bien dit. Donc, intégrer, même dans les centres reculés, les entreprises locales, les industries locales, les artisans, dans le système de l'FPT s'impose aujourd'hui. Pour renforcer, en tout cas, les ressources humaines, afin de relever le défi de certains pans de la logistique. Parce que s'il y a un contrat, s'il y a une convention, ça vous permettra d'aller vers ces outils, ces matières d'œuvre-là, avec ces partenaires-là, pour pouvoir amoindrir ou accélérer. En tout cas, l'accessibilité ou la pratique de ces jeunes. Nous sommes dans cette dynamique en tant qu'acteurs privés. Parce que les acteurs privés sont aussi plus développés dans le sous. Bien sûr. Voilà. Avant peut-être de donner la parole aux autres, j'ai quelques petits à demander. Il y a combien d'écoles, c'est privé? Vous avez une idée, on en a combien sur le... Bon, moi, je n'ai pas l'effectif des écoles privées de formation professionnelle, de formation professionnelle, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau moyen qui gère le sous-secteur de l'FPT et de l'enseignement, et il y a le niveau supérieur. Et moi, je représente l'organisation patronale des écoles, dont nous sommes 9 écoles. Mais je sais qu'il y a plus d'une centaine, 176 centres et écoles et formations professionnelles. À Niamey seulement. Et dans les autres régions du Niger? Plus ou moins. D'accord. L'autre aspect, vous l'avez évoqué vous-même, en parlant de la qualité de la formation. Or, il se dit la vérité, il s'est trouvé que souvent on reproche à ces écoles de formation professionnelles privées que la formation souvent n'est pas, elle n'est pas au point, elle est au rabais. Il y a beaucoup de secteurs, quand on prend le secteur de la santé, ça beaucoup de gens l'ont dit, j'ai fait des débats ici sur ce plateau et même à l'intérieur du pays où souvent les gens ont demandé carrément la fermeture de certaines écoles et de formation professionnelle technique. Comment on peut expliquer ça? Parce que s'il y a une formation de qualité, pourquoi les gens se plaignent quand les gens sortent de ces écoles-là, ils n'arrivent pas à donner des résultats? C'est quoi le problème? Merci beaucoup, Ablaye. Vous savez, les secteurs privés, on a fait une libéralisation non cadrée. Non cadrée. Anarchique. Voilà, anarchique. Parce que le ministère, l'autorité de tutelle, doit quand même asseoir un comité national d'évaluation et de contrôle du secteur privé. Et ce n'est pas le cas. Et faire le classement des écoles. De bonne qualité à la mauvaise qualité. Parce que les rapports sont là. Les gens quand on publie cela, le choix de l'école déterminera la survie de l'école. Voilà. Et ça n'a jamais été fait. Donc nous, vous allez réagir. Nous avons dit il fallait faire une commission nationale, j'insiste, dans laquelle il y a la représentation de tous les ministères. On évalue ces centres de formation. Je l'ai dit, l'FPT, ce n'est pas l'enseignant, la créé ou les salariés. Non, ça vous l'avez dit. Il y a le bâtiment, il y a le cadre d'études, il y a beaucoup des aspects dont d'autres ministères peuvent donner des appréciations. Pour les bâtiments, souvent, c'est des maisons privées. Voilà, merci. Donc, moi, je ne voulais pas aller dans ce sens. Les gens font transformer. Il y a des critères, il y a des critères qu'il faut établir pour que, réellement, on accepte de dire que pour ouvrir un centre de formation, voilà les critères. Et qu'à partir de ces critères, on établit, en tout cas, des indicateurs qui nous permettra d'évaluer ces écoles. Et quand c'est une commission nationale, comme ça se fait un peu partout, et malheureusement, nous, en tant que privé, avec nos partenaires de la sous-région, et je dis bien, nous participons, on nous invite pour voir comment ça se passe. Je prends le cas du Burkina. Il y a une commission nationale qui évalue et qui contrôle et qui publie les résultats. Et dans lesquels les privés peuvent participer et même faire appel à leurs partenaires. Et les premières bonnes écoles, l'État les accompagne, soit en termes de laboratoire académique ou à des véhicules de déplacement pour aller dans les entreprises et les accompagner pour d'autres. Donc, au niveau du privé, je pense que quand on est privé... Il y a quelque chose à faire. Il y a de l'ordre à mettre. Et s'il faut mettre de l'ordre, l'État doit instaurer cela pour nous mettre en confiance et que les résultats qu'on publie, on les publie officiellement. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs? On dit première école de bonne qualité, de mention assez bonne jusqu'à mauvaise qualité. Mais vous êtes parrain d'élèves, M. Ablaye. Vous allez partir parce que c'est moins cher là-bas dans la mauvaise qualité. Donc la personne lui-même, l'école lui-même va faire parce qu'il ne répond pas aux normes. Vous avez aidé les parents, vous avez aidé l'enfant lui-même à savoir où est-ce que je dois aller. Mais est-ce que nous, en tant que structure privée, est-ce que nous pouvons s'auto-évaluer? Non, ce n'est pas possible. Mais quand j'entends les gens le disent, mais ils connaissent
Et deuxième critère aussi, il faut partir sur l'aspect, sur l'ancrage social, sur la perception de la formation au niveau national. Vous m'excusez de parler un peu de la population. Vous savez, le premier critère, ce n'est pas le frais. Malheureusement, les gens, souvent, ils regardent le coût de la formation pour choisir une école. Est-ce qu'on peut former quelqu'un, même en simple informatique, en logiciel? Vraiment, si on peut vraiment utiliser un bon ordinateur pour faire un apprentissage, tout de suite, est-ce qu'on peut former quelqu'un à moins de 50 000? Ce n'est pas possible. Okay. Donc, quand vous voyez des centres de formation, comme vous le dites, seul l'État, seul l'État avec ses partenaires peuvent instaurer et régulariser cela pour qu'on aille vers l'efficacité du système. Merci, Magadji. L'efficacité interne et externe du système. Merci beaucoup, Magadji. Parce que nous-mêmes, ça nous dérange quand on nous étiquette sur de mauvaises appréciations, alors même que les résultats simples des examens d'État. Je vous informe qu'aucune école n'a un diplôme interne. Il faut qu'on le souligne. Aucune école privée n'a un diplôme interne. Nous amenons tous nos étudiants, nos enfants, nos apprenants, aux examens d'État, du CAP, du BEP et du Bac Pro. Ils ont les résultats. À partir des simples résultats, c'est un indicateur fort. Publier les résultats des écoles qui ont de bons résultats, mais en tenant compte des inscrits comme indicateur de présent et puis des taux d'admissibilité. C'est bien dit. Merci beaucoup. Docteur, réagissez vite, on va donner la parole aux autres, puisque vous êtes... Oui, allez, je veux réagir, je vais prendre au mot, rapidement. C'est-à-dire que ce qu'il vient de dire, c'est que cela confirme le fait que l'État implique davantage le secteur privé. C'est ça. N'est-ce pas? D'abord, il sait très bien qu'au niveau de chaque région, la direction régionale de chaque région organise des examens. Et dans ces examens-là, les enseignants et formateurs du privé sont impliqués comme surveillants de salle et correcteurs. Ils sont impliqués même dans l'élaboration des programmes. Tous les programmes que nous élaborons, nous le faisons avec non seulement les professionnels du métier, mais mieux encore avec ceux-là du privé qui nous permettent de poser davantage donc, la qualité de ces programmes pour les mettre en œuvre. Donc, l'État implique à 100% le privé, que ce soit lors des examens, que ce soit lors de l'élaboration des programmes, que ce soit même lors du contrôle au niveau de la commission. Au niveau de la commission, il parlait tantôt de la commission, l'État met en place chaque année 2 commissions par an. Il y a 2 commissions pour permettre aux promoteurs d'entreprises de créer et d'ouvrir les centres privés. Cette commission a des critères. Et ces critères doivent être respectés parce qu'ils sont vérifiés, contre-vérifié avec 3 ministères. Le ministère des Finances, le ministère du Plan et le ministère de la Santé et de la Formation professionnelle. Il y a 3 ministères qui permettent d'aller faire un contrôle sur le terrain. Maintenant, je reviens par rapport aux études. Nous avons abandonné cette question de filière pour dire que le Niger a fait des études. Le FAPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a fait des études sur les métiers porteurs et permettant d'ouvrir les filières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand aujourd'hui je vais ouvrir un centre de formation, je dois le faire en fonction des métiers qui est dans la région. Si vous prenez Tillabéri, nous savons qu'il y a de l'eau. Vous ne pouvez pas ouvrir un centre à Tillabéri sans impliquer des filières comme la riziculture, comme la pisciculture, comme ainsi de suite. Donc, ça veut dire que nous faisons assez d'efforts pour que les métiers soient pris en compte dans chaque région. Et au niveau de son troisième point, c'est par rapport à la qualité. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle, nous avons 3 axes stratégiques. Le premier axe, c'est l'accès. L'accès, c'est pour permettre à chaque citoyen qui a des enfants de pouvoir les inscrire dans un centre de formation professionnelle. L'accès doit être facile, même si nous avons des contraintes par rapport aux infrastructures. Le deuxième, c'est la qualité. Nous voulons que la qualité au niveau de nos centres soit une vérité. Oui. Et le troisième, c'est la transparence. Donc, les principes de bonne gouvernance. Et ces principes de bonne gouvernance est mis en œuvre à travers un arrêté qui a fixé les responsabilités au niveau de chaque centre. Les professeurs, l'intendant, le chef de travaux, chacun a son cahier de charge. Mieux encore, il y a un manuel de procédure qui permet de préciser davantage les relations entre les différents acteurs au niveau de chaque centre. Mieux encore, aujourd'hui, le ministre qui vient de prendre fonction a signé un arrêté qui a permis la création d'un comité technique par rapport aux inscriptions qui se feront dans les centres. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ça bouge. D'accord. Ça bouge. D'accord. C'est bien dit. Donner encore davantage. C'est bon, puisque les autres attendent de réagir, docteur. Oui, Gonda, qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté tout ce que les gens ont dit sur les préparatifs de cette rentrée de manière très concrète. Permettez-moi de revenir sur le plan qualité qu'on a souligné. Et nous savons très bien que à la formation professionnelle, généralement, si vous prenez la majorité des enseignants formateurs, n'ont pas suivi des formations pédagogiques pour transmettre. Ils ont certes leurs connaissances. On prend un ingénieur en X ou un Y, la main des enseignants pour qu'il puisse former.
il a ses connaissances. Mais les transmettre, c'est autre chose. Tout à fait. Donc, c'est pour cela, ce qui a expliqué la création de l'INSET. Donc, les formateurs, là, les enseignants, on leur donne des formations pédagogiques. Donc, la manière de transmettre les connaissances qu'ils ont déjà. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du point suivant dont j'aimerais évoquer, c'est par rapport au concours professionnel. Donc, la gestion des carrières de ces formateurs-là. D'accord. Dans les sous-secteurs de la formation professionnelle et technique, depuis 2022, les enseignants atteignent toujours l'organisation des concours professionnels. Jusqu'aujourd'hui. Vous allez réagir, docteur. Laissez-le finir. Donc, 2022, on a eu une promotion qui a fait sa formation. Maintenant, 2023, on a atteint. 2023, on peut dire que c'était la phase de l'avènement du CNSP. C'était un peu difficile. Mais 2024, ça n'a pas été fait. 2025, c'est cette année qu'on est en train de préparer un concours. Donc, tout ça, là, ça démotive l'enseignant parce que plus l'âge avance, plus il n'a pas la possibilité de faire ce concours professionnel. C'est pour cette raison même qu'on a constaté dans les années passées que des professionnels, vous prenez par exemple un constructeur métallique ou bien un bâtisseur ou bien un je ne sais quoi, un professionnel, comme tellement qu'il veut concourir, mais il n'a pas la possibilité de faire ce concours-là. Il se permet de faire tous les concours qui viennent sous la main. Vous allez voir qu'un professionnel qui a quitté l'enseignement de sa profession pour être de l'enseignement général, pour être reclassé, parce que plus le temps passe, plus il ne va plus avoir la possibilité de faire ce concours-là. Donc, nous laissons ces cris de cœur là pour que le gouvernement fasse le mieux pour vraiment qu'on prenne en compte la carrière des enseignants. D'accord. Pour qu'ils puissent faire le concours professionnel à temps voulu et qu'ils puissent être classés à temps voulu. Et permettez-moi aussi de revenir par rapport à la gestion de la matière d'œuvre. La gestion de la matière d'œuvre, donc comme le camarade l'a évoqué tout à l'heure, on fait des AD avant dans les années passées, ce qui s'est passé. On fait des autorisations de dépenses du ministère, on envoie dans un centre, ou bien on donne à un fournisseur pour qu'il puisse livrer la matière d'œuvre dans un établissement. Mais qu'est-ce qui se passe? Si par exemple l'AD coûte 5 millions, ce qu'il va amener de la télé ne va pas atteindre ça. Généralement, il monnaie l'AD. Il monnaie l'année avec quelqu'un? Parce que l'établissement a l'AD, mais l'établissement n'est pas engagé. Donc il faut qu'il trouve un fournisseur pour qu'il puisse liquider cette AD-là et acheter la matière pour qu'il livre à l'établissement. Donc ce qui fait que parfois, c'est la loi de l'entonnoir. Le ministère donne beaucoup de moyens, mais très peu de moyens à l'établissement. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre des garde-fous. On a mis un comité en place, le comité qui fait de la gestion, qui suit la gestion de la matière du ministère jusqu'à dans les ateliers. Donc le comité là a fait quelques réunions quand on était avec l'éducation nationale. Donc pour qu'on puisse vraiment suivre ça là de près jusqu'à dans les ateliers. Maintenant, par rapport à, comme c'est un ministère qui vient de renaître, de possibilités à l'éducation nationale. D'accord. Et maintenant, les problèmes qu'on fait face, vous savez, le gouvernement a été remanié depuis avril 2025. Là. Et jusqu'à maintenant, il y a des directions qui ne sont pas encore créées. Donc, les directions qui sont vraiment vitales pour la carrière des agents, notamment la DRH. Qui n'est pas encore... Il y a beaucoup de directions ne sont pas encore nommées. Donc ça freine véritablement le bon fonctionnement du ministère. Parce que nous savons très bien, on a dit tout à l'heure que, comme vous l'avez suivi avec le général d'armée, le président Abderrahmane Tchani à Zander, quand il a parlé de le poids qu'on doit donner à la formation professionnelle, dans ce terre-là de la refondation, de la souveraineté, on ne doit pas laisser l'occasion donc à ceux-là de l'autre côté d'utiliser leurs moyens pour nous faire pression. Donc si c'est eux qui prennent en charge notre formation professionnelle, on ne peut jamais réussir. Donc pour cela, les cris que je vais lancer à l'endroit du CNSP et du gouvernement, c'est de mettre encore plus de poids, accorder plus d'importance à la formation professionnelle pour que l'on puisse produire localement. Et l'on puisse consommer ce que nous allons produire. Parce que si vous regardez dans plusieurs établissements, dans plusieurs services, vous allez trouver des tables qu'on amène d'ailleurs. Alors qu'on peut les produire localement. Ici. Vous allez voir les tissus que nous portons, c'est des tissus qu'on peut produire, mais qu'on amène d'ailleurs. Pratiquement tout ce qu'on utilise vient d'ailleurs, ce qui n'est pas bon. On peut les faire produire ici localement. Ah voilà. Donc pour ce qui est tout à l'heure j'ai parlé de la session du ministère qu'on a fait de l'éducation nationale et le problème que nous sommes en train de vivre, au-delà de la nomination de certains directeurs qui n'est pas encore effective, les matériels, l'équipement de certains bureaux, vous allez entrer dans un bureau des nouveaux ministères maintenant,
Ça, on a expliqué, parce que le ministère, vous l'avez dit, il vient de renaître, donc c'est sûr que les dispositions seront prises. Hein. Oui, vous savez et on pourquoi, est à la fin de l'année, vous savez très bien, la tension des trésoreries qui est là en fin d'année, c'est pas aussi facile, mais sans doute l'année prochaine, ça sera comblé. J'ai évoqué ça parce que vous savez, c'est un secteur pas de moindre. On est d'accord. Qu'il faut vraiment prioriser pour qu'on puisse atteindre notre souveraineté, que ce soit économique, que ce soit social, toutes les souverainetés, tous les domaines de la souveraineté, on doit prioriser et renforcer tous les moyens qu'il faut mettre en place au niveau de la formation professionnelle. Merci beaucoup. Voilà. Oui, Mamadou, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement, comme ça on va à la dernière question pour finir. Moi, je pense très bien qu'il y a un aspect très important sur lequel je voudrais vraiment que le ministère prenne de mettre beaucoup de sérieux pour nous mettre ça à notre disposition, nous en tant que formateurs ou bien enseignants dans les établissements, d'actualiser les curricula. Puisque ça fait mal aujourd'hui d'entendre que depuis la création de certains centres, il y a des métiers qui n'ont pas de programme. Comment les enseignants, ils viennent de le dire, on nous a recrutés comme ça, nous ne sommes pas venus de l'école normale. Ni aussi de l'ANSEP qui vient d'être créé récemment. Nous sommes venus par amour peut-être de partager compte tenu de notre connaissance que nous avons. Mais la pédagogie nous manque. Et enseignant que tu es venu nouvellement, tu reviens encore, on te donne une classe sans programme. Et qu'est-ce que tu vas enseigner dans la salle? Ça fait mal. Et ça fait mal d'entendre qu'aujourd'hui, les CFM que nous avons, les centres de formation au métier, c'est-à-dire que son centre de formation au métier, dans la même localité, chacun a son programme dispatch. Ça, j'ai tout dit. J'ai crié. Non, je sais que le ministère est là, ils vont essayer de nous répondre par rapport à ça. J'ai tout dit. J'ai travaillé avec le DCP par rapport à l'élaboration de certains curricula. Donc, il vient de dire que nous sommes en train de transiter dans de filières vers les métiers. En 2015, moi, j'étais parmi les comités qui ont travaillé, y compris avec les professionnels, dans le cadre de l'élaboration de curricula du lycée professionnel d'Agadez. Donc, quand il y avait le financement de la Banque mondiale à travers un projet qu'on appelle PRODEC, le Niger avait expérimenté ce qu'on appelle l'approche par compétence. Ils ont pris 3 centres pour l'expérimenter ça. Le CMCN de Niamey, le lycée technologique de Douti et le lycée professionnel d'hôtellerie et tourisme d'Agadez. C'est de l'argent, Blaye. C'est de l'argent qui ont été injectés. Rien que le lycée, moi, le lycée dans lequel je fais ce travail-là, l'argent qu'on a mis peut construire 7 CFPT. D'après les études, d'après l'annonce qu'ils ont, 7 CFPT. Et les équiper. 7, ce qui veut dire que 7 régions peuvent avoir. Le Niger seulement, le Niamey seulement a un seul CFPT. 7 CFPT. Mais l'argent est parti où? Mais l'argent, en fait, si vous regardez la maquette et la finition des travaux. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est la première des choses. Ça a été changé catégoriquement de sorte que certaines choses n'ont pas été respectées. Pourtant programmées. Des équipements, je suis d'accord. Nous avons des équipements dans nos centres. Puisqu'aujourd'hui, ce plateau-là, c'est un plateau de vérité. Nous avons des équipements dans nos centres. Mais l'utilisation des équipements-là était un problème. Je vous prends un exemple très simple que peut-être récemment que vous avez suivi lorsque nous étions dans l'éducation, au niveau de l'éducation nationale. C'est à travers les syndicats que nous avons fait comment ça s'appelle nous avons informé le ministère que nous avons des équipements dans certains centres qui n'ont jamais été utilisés. Dont le lycée Isabéry fait partie dedans et le lycée technologie, comment ça s'appelle, Kamaharo fait partie. Alors que c'est des équipements que nous avons payés cher. Je dis nous, puisque c'est le Niger. Depuis qu'on avait livré ces équipements-là, ils ont des accessoires qu'on doit les accompagner avec. Je vous assure qu'il a fallu le jour de la formation. Nous étions partis pour la supervision. Nous avons trouvé, la formation a été arrêtée. On a demandé pourquoi. Ils ont dit qu'il y a un logiciel qu'on doit utiliser. Alors que lui, le fournisseur, il a livré, on lui avait déjà fait le truc, il est parti avec son argent, il a bouffé son argent. 5 ans ou bien 3 ans après, maintenant on veut utiliser les appareils ne sont pas utilisables. C'est la faute à qui? La faute au suivi de tous les acteurs concernés. L'établissement qui a réceptionné devant le ministère doit normalement prendre des dispositions par rapport à ça. D'accord. Aujourd'hui, ces accessoires, il n'y a pas. Il faut qu'on cherche ça à l'extérieur. Mais qui va financer ça? Je vous assure, nous avons trouvé des gens dehors. Dehors. Et l'argent a été décaissé. Et les gens, ça fait longtemps, je vous ai dit. D'accord. C'est les frais de formation seulement qui restaient. Et c'est ça qu'on a injecté pour faire la formation. Et ces frais de formation-là sont à peu près de 200 millions. Mais quand nous avons fait notre suivi, même 10 millions n'a pas été injecté dedans. Sur les 200 millions? Sur les 200 millions. Pour la formation? Pour la formation. C'est ça, là. Et l'autre partie est parti où? Qui sait même?
Il faut que le CNSP, maintenant qu'ils sont là pour la correction des erreurs passées, nous n'avons pas dit tout de suite qu'ils vont produire tout. Mais il faut qu'ils comprennent que les partenaires sociaux que nous sommes, les syndicats, nous ne sommes pas pour faire l'adversité avec X ou bien avec Y. Mais nous sommes les interlocuteurs directs entre ces gens-là et ces établissements. Merci. Nous sommes les arbitres. Voilà. Merci vraiment, Mamadou, pour ces explications. Monsieur le docteur, qu'est-ce que vous allez répondre rapidement Très rapidement, je vais d'abord dire aux camarades SIG que l'État est en train d'organiser aujourd'hui le concours professionnel. Vous êtes en relation avec le directeur de SURMI qui a été tenu par intérim. Le DRH est en train de finaliser le concours professionnel dont il parle. Donc il n'y a aucun souci par rapport à la gestion des carrières de nos formateurs dans les centres. Plus ils sont formés, plus nous avons une formation de qualité, plus nous sommes sûrs que les apprenants qui seront sur le terrain seront employables. Et du reste, peut-être il a oublié, toutes les régions ont fait l'objet de renforcement des capacités au niveau des formateurs. Au niveau des formateurs, des formations en pédagogie appliquées et spécialisées à la formation professionnelle. Mohamed Issou peut en témoigner. Toutes les régions, et mieux avec un montant assez colossal pour toucher tous les formateurs au niveau de tous les centres. C'est là, pendant plus de 3 ans. Tous les formateurs ont été renforcés de leur capacité. Ce que je veux peut-être accepter de sa part, c'est des formations spécialisées. Celui qui est en mécanique, réparation auto, soit renforcé dans ses capacités en mécanique. C'est qui a commencé aujourd'hui. Nous sommes en train de faire des efforts dans ce sens-là. Oui. Maintenant, par rapport aux centres qui ont été retenus, vous devez comprendre, camarade Mohamed Issou, que le CMCAN, le LPHT d'Agadez et les lycées techniques de métiers du bâtiment des Douti sont dans la logique de spécialisation. Nous voulons faire une esquisse, essayer de voir comment ça va donner. Une expérimentation. Nous avons des besoins en hôtellerie et tourisme. Nous avons des besoins en bâtiment. Aujourd'hui, si vous partez sur le chantier que nous avons dans la ville de Niamey, vous allez constater que la plupart de ceux-là qui sont sur le chantier ne sont pas nigériens. Or, nous voulons que nos apprenants soient à mesure d'être consommés, comme il a si bien dit, sur le plan local. Donc, essayons de changer. C'est en ce sens que nous avons retenu les 3 centres. Centre de métiers de cure et d'aide pour les 3 filières, tannerie, maroquinerie et botterie. Et les centres techniques de métiers du bâtiment pour les bâtiments et les filières connexes au bâtiment, comme la plomberie sanitaire, l'électricité et ce qui s'ensuit. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons avec eux. Nous le faisons pour eux, nous le faisons pour le Niger. Et nous voulons que tous les acteurs de l'éducation soient impliqués à 100%. Pour que la qualité de la formation soit une réalité, permettant à nos apprenants d'être employables sur le marché du travail. Je vais finir en disant que avec le dernier point qu'il a sur l'utilisation de... ça, j'ai fait partie de ceux-là qui ont conçu les documents à Issaberi pendant 3 mois sur le financement des banques africaines de développement. Issaberi a bénéficié de 1,2 milliard, Kalmaro de 800 millions, lycée technique de 800 millions. Et les équipements, ce sont des fraiseuses, des batteuses. Au total, près de 3 milliards ou 4 milliards. Et les équipements ont été livrés. Ce sont des machines qui permettent aujourd'hui de concevoir les matériaux des véhicules. Si vous avez un problème avec un véhicule, les dessinateurs font le dessin technique, automatiquement on laisse la machine, la pièce sort. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de commander quelque part. Mais ce qui a manqué, je suis d'accord avec lui, c'est peut-être la formation de formateurs à l'utilisation de ces équipements-là. Ceux qui ont livré. Il y a des logiciels aussi qui manquaient. Oui, c'est y compris. Mais et il a dit aussi les frais de formation, il y a 200 millions où il y a à peine 10 millions qui ont été utilisés. Je ne vais pas m'aventurer. Oui, il a dit. Je ne vais pas m'aventurer. Et le reste, on ne sait pas où c'est parti. Le budget d'acquisition de ces matériels-là va au-delà d'une question de 200 millions. C'est plus de 3 milliards. Ce sont des machines de 800. Une seule peut coûter 800 millions. Qui permet aujourd'hui au Niger. On peut faire cet investissement à hauteur de ce que vous venez d'expliquer et puis laisser tout ce matériel comme ça. Donc, souvent, on ne sait même pas que ça existe. Il faut qu'on découvre ça plus tard. Comment on peut expliquer? En fait, ça existe. Tous les acteurs qui sont ici présents savent que ces machines existent puisqu'ils ont fait l'objet d'une procédure et d'une vulgarisation au niveau du régional. Tout à l'heure, au niveau du ministère, ils ignoraient même non. Ça, c'est une contre-vérité puisque moi, étant acteur du ministère, j'ai été parmi ceux-là qui ont d'abord conçu le document qui doit être déposé au niveau de la Banque africaine de développement. J'ai été aussi acteur dans la réception de ces machines-là. J'ai été aussi acteur de leur installation, ce qui a manqué.
C'est le suivi. C'est le suivi dans la formation des formateurs qui sont à utiliser ces machines. Ils n'ont pas les compétences peut-être requises ou ne les ont pas à 100%. Ça a daté de quelle année exactement? C'est en 2018. Ces machines-là ont été installées. Depuis 2018. On est en 2025. Pendant tout ce temps. Non, l'année passée, les formations ont commencé. Ça a plus d'un an. Ça a plus d'un an. Avec votre permission, monsieur. Oui, vous permettez. Il finit. Vous permettez que je finisse en disant que c'est au niveau des suivis. C'est le suivi qui a manqué. D'abord au niveau des centres utilisateurs. Donc il devait faire en sorte qu'il répertorie les acteurs, les formateurs qui doivent être utilisés. Qui doivent être utilisés dans la formation des formateurs à cette utilisation de ces matériels-là. Donc il faut qu'il y ait un répertoire. N'importe qui ne peut pas accéder à cette formation des machines qui coûtent cher. La moindre erreur dans l'utilisation, ça peut gâter. Oui. Je vous donne un exemple. Au CMCN, en 2015, il y avait une machine pour faire les pots en tannerie. Mais il y avait une erreur que quand le formateur n'est pas là, un enfant peut entrer dans la machine et pratiquement un accident peut arriver. Les accidents professionnels. Donc c'est ce qui fait que aucun acteur formateur ne peut utiliser tant qu'il n'a pas été formé. Et nous sommes d'accord que l'État aujourd'hui fournit assez d'efforts. Et d'ailleurs c'est déjà fait. Tant au niveau du lycée Kalmaharo, au lycée Issabiri et au niveau du lycée technique de Maradi. Vous l'avez si bien dit au cours du débat. Merci beaucoup. Je vous en prie. Rapidement réaction. Moi ce que je souhaiterais dans l'avenir, au-delà de cette formation au centre, il faut que vous nous prépariez des experts pour les amener à l'extérieur pour perfectionner leurs compétences, qu'on n'a plus besoin encore d'appeler un expert lorsqu'on livre nos matériels. Je pense qu'aujourd'hui, la vision de la formation professionnelle peut aller au-delà de 5 ans. Vous prenez un exemple. Il y a un expert en mécanique sur l'utilisation. Oui, sur l'utilisation. Non, j'ai pas un exemple, je disais. Vous avez un expert dans les trucs de mécanique, ou bien en électricité, ou bien dans certaines spécialités. Au lieu qu'on les laisse, nous avons des experts aujourd'hui. Il suffit seulement de renforcer leurs capacités. On les amène dans un pays vraiment très bien développé dans le développement technologique. Il faut qu'on renforce leurs capacités. De sorte que si on amène aujourd'hui des matériaux, nous n'avons plus besoin que quelqu'un vienne pour former nos formateurs. Nous sommes obligés nous-mêmes entre nous s'auto-former. Et c'est possible. Ça va permettre de réduire le coût d'abord pour ces gens-là. Puisque ce que je suis en train de dire, c'est le coût de la formation, les 200 millions. Et ça, c'est au cours d'une réunion. Que quelqu'un qui est responsable de ça, c'est lui-même qui avait dit ça. D'accord. On a compris. Il y a quelque chose que j'aimerais au moins poser directement à vous, puisque vous êtes des écoles privées. C'est cette question de réduction des frais de scolarité. Qu'en est-il de 20%? Qu'en est-il? Cette mesure, elle sera effective ou pas rapidement? Oui, merci beaucoup, Ablaye. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, M. Ablaye. En ce qui concerne les 20%, je crois que c'est un décret d'application. Je pense que les gens ont passé, on a eu un échange dont j'ai participé. Je fais partie du comité qui a réfléchi sur les frais de scolarité depuis l'année passée. Et encore, je fais partie du comité qui a rencontré le cadre ministériel pour échanger, où nous ont demandé de proposer des mesures d'accompagnement. Mais nous, l'un de l'autre, je crois que le secteur privé a intégré cette démarche, puisqu'il s'agit d'un décret. Et les gens ont commencé à s'inscrire à base de ces 20% dans vos écoles. Dans nos écoles. Et nous pensons que, comme on a échangé dans un cadre avec un dialogue social fort du gouvernement, et je pense que les mesures d'accompagnement vont suivre. Donc en fait, pour parler globalement, en tant qu'acteur privé, il faut que nous tous nous acceptons de dire que pour refonder le sous-secteur, il faut revoir le pilotage et la gestion globale de l'FPT. Ça a des exigences. Et l'utilisation rationnelle des ressources. Vous savez, le financement dont vous parlez, dans le processus du pilotage de l'FPT, il y a 6 processus. Le 6e processus, c'est le financement et la qualité. Et c'est un processus transversal. Ces 2 processus sont transversaux. Donc, le problème, les difficultés au Niger, il faut le dire aujourd'hui, c'est le choix des acteurs. Le choix des acteurs. Voilà le vrai difficulté, il faut le dire. C'est le choix des acteurs. Il a dit, vous avez... Et le choix des acteurs permettra de faire une bonne gouvernance. Je m'en vais vous donner un exemple pour relever le défi de tout ce que vous avez dit. Parce que l'enseignement professionnel et technique, c'est avoir un pied chez lui et avoir l'autre pied dans partout. Nous avons échangé avec des partenaires privés au Ghana.
où j'ai voyagé, moi-même j'étais invité. Vous savez, leurs centres sont dotés par les entreprises ou les multis qui s'installent. Tout celui qui veut vendre comme CFAO, dans le code d'investissement, on l'impose de doter 5 centres qui font mécanique avec des moteurs neufs de V8 ou des Hilux qu'ils veulent vendre, sur lesquels les jeunes apprenants et apprentis doivent apprendre. Donc, tous ceux qui s'installent au Niger, on les a juste donné dans le code d'investissement d'engager, de créer des emplois. On ne les a pas dit de former pour relever le défi de l'employabilité. Donc, vous voyez, et c'est pourquoi je vous dis souvent, quand vous partez de l'auto, ce sont des outils, M. Ablaye, si vous le permettez, qui permettront quand même que nous pourrons nous-mêmes former nos compétences sur place. Voilà, donc pour conclure, voilà, moi je dirais que le Niger n'a pas le luxe d'attendre. D'accord, on n'a pas le luxe. Nous devons construire nos propres solutions par rapport à nos propres problèmes. Très bien. Voilà ce que merci, oui. Quel sera votre message rapidement? Moi, mon message, c'est qu'il faut qu'on crée un cadre de concertation avec tous les acteurs de la formation professionnelle et technique et trouver une bonne solution dans ce contexte de la refondation. Sans partie prenante. Il faut que le ministère, les privés, les partenaires sociaux, que chacun ne vienne pas pour critiquer. Qu'est-ce que tu peux apporter pour l'amélioration de ce cadre-là? Moi, je pense que si tout le monde s'aligne sur cet objectif de développement, moi je pense qu'on ne peut pas avoir de difficultés. L'essentiel, c'est que chacun doit au moins se situer sur une responsabilité qu'on lui avait donnée à faire. Et donc, si nous arriverons à mettre ce cadre de concertation-là en place, ça va nous permettre de réduire certains désagréments dans les cadres de conduite de nos activités, surtout au niveau de la formation professionnelle, qui est aujourd'hui le levier de développement de ce pays-là. Merci, Mamadou. Merci beaucoup. Merci. Oui, Gonda, rapidement. Notre message de la fin, nous allons profiter de ce plateau pour vraiment lancer un cri de cœur auprès du ministère et au-delà, auprès du gouvernement et du CNSP, pour que cette rentrée-là qui se prépare, qu'on mette suffisamment de moyens pour relever les défis. Comme on l'a si bien dit, nous avons un défi à relever, le sous-secteur de l'FTP. Donc le gouvernement doit mettre suffisamment de moyens, que ce soit matériel, que ce soit humain, que ce soit les moyens financiers. En tout cas, tout doit être mis en œuvre pour qu'on puisse relever ce défi-là. Et pour relever les défis, les enseignants, les formateurs doivent être dans les bonnes conditions optimales de faire ce travail-là. Pour être dans les bonnes conditions optimales, ils ont besoin de formations. Il y a plusieurs formations qui ont été faites, on a besoin encore de plus de formations. Vous l'avez dit déjà. Il y en a, avant, on avait l'habitude d'envoyer des gens pour faire des formations pédagogiques dans des pays voisins. Donc, on ne peut pas toujours continuer à envoyer des gens. On peut le faire sur place. On peut le faire sur place. Donc, c'est pour cela qu'il faut mettre le moyen, surtout à l'école qui vient d'être créée, pour vraiment renforcer la formation pédagogique et technico-pédagogique des formateurs. Merci Gonda. Oui. Docteur, on finit avec vous rapidement. Merci beaucoup, M. Abdoulaye. Merci aussi. On est vraiment pris par le temps. Je ne dirais qu'un mot. Et en un seul débat, on ne peut pas évoquer toutes les questions concernant la formation. C'était bon. On essaie quand même de poser certains problèmes pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Je n'ai qu'un mot. D'accord, allez-y. Que chaque acteur, au niveau de son poste de responsabilité, soit justement responsable pour accomplir sa mission. Quand chaque citoyen, avec un poste de responsabilité, donc fait son travail correctement, le Niger peut avancer. Je appelle à la conscience de tous les acteurs de l'éducation, de la formation, que nous devons nous y atteler, nous devons nous y mettre. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons tous nous impliquer davantage pour que les objectifs aujourd'hui qui sont fixés soient atteints le meilleur délai. Voilà mon... Merci. Docteur, juste rappelez-nous un peu avant de finir le nombre exact d'élèves cette année. Vous avez parlé 111 457. D'accord. 111 000 pour l'ensemble du pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. C'est un chiffre énorme. Tout à fait. Et on a vu toutes les dispositions que le ministère... Vous avez tout expliqué. Tout ce que le ministère a fait pour cette rentrée. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Vraiment, merci pour votre contribution si importante à ce débat. Grâce à vous, on a compris comment fonctionne désormais le ministère de la formation professionnelle et technique. Et tous les efforts qui sont en train d'être faits par le ministre qui est sur le terrain aussi constamment. Et on espère que cette rentrée, vous n'avez pas connu beaucoup de difficultés comme l'éducation nationale. Il y a toujours des gens qui ont occupé les salles de classe à cause des inondations. Bon, vous avez parlé aussi de cette question de fourniture qui va venir. On attend de voir parce que sans fourniture, on ne peut pas aussi parler d'école ou
rentrer. Hein. Dans les autres aspects techniques, vous avez dit vous n'avez pas assez de problèmes par rapport à ça. Vraiment, merci. Pas du tout. Merci. On va faire le constat le jour de la rentrée, si oui ou non cette rentrée est effective ou pas. Voilà. Magaji, merci. Merci aussi pour votre contribution et tout ce que vous avez développé et soutenu. On a vu que votre fédération, en tout cas, les gens ont pris les choses en main. Il faut une formation de qualité parce que ce qu'on reproche à ces écoles privées, c'est cette formation. Parce qu'un parent ne peut pas venir investir son argent pendant des années. Quand la personne va sortir sur le terrain, elle ne peut rien produire. Ça, on a vu beaucoup de cas. Et les gens se plaignent dans les administrations de l'État. Ces gens qui sortent des écoles privées et de formation qui n'arrivent pas sur le terrain à donner de bons résultats. Et souvent, bon, il faut corriger. Parce que c'est quand même un investissement que les parents ont eu à faire. Donc, il faut qu'au niveau de votre fédération, que les gens prennent les choses en main. Vous l'avez dit, le ministère aussi doit avoir un regard pour publier des résultats, pour savoir quelle école donne des résultats. Celle qui ne donne pas, finalement, elle va mourir de sa propre mort, de sa belle mort. Donc, comme ça, on peut réglementer le secteur. Vraiment, merci. Merci, monsieur Mamadou. Merci, merci aussi pour votre conscience, ce que vous avez dit. C'est très important, ça vous l'avez dit, parce que quand on fait un investissement à hauteur que vous l'avez expliqué, il faut qu'il y ait un suivi. On ne peut pas acheter des machines à près de combien de milliards et qui sont stockées dans un magasin pour un simple logiciel. Et je pense que, bon, avec les nouvelles autorités qui sont le CNSP, les choses vont changer. Inch'Allah. Et vous avez insisté beaucoup sur la création du cadre de concertation. C'est la vérité. Il faut un cadre de concertation pour que tous les acteurs discutent et trouver des solutions. Et quand on va le faire, je pense qu'on va éviter beaucoup de problèmes et même ces débrayages qu'on voit de temps à autre inutiles, parce que là, ça retarde l'école, ça retarde les enfants, c'est pas bon. Vraiment, merci pour votre contribution, tout ce que votre syndicat est en train de faire par rapport à ça. Voilà. Et Gonda, merci aussi vraiment pour votre contribution. Vous avez demandé à ce que aussi les moyens soient mis en œuvre par rapport aux fonctionnaires, pour qu'ils soient dans les conditions de faire ce boulot à travers des formations de qualité, de recyclage et tout. Bon, je pense que c'est très important. Et j'espère que le CNSP va prendre des mesures par rapport à ça. Vraiment, merci pour votre contribution. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Sans doute, on aura l'occasion de revenir sur ce plateau pour parler des autres aspects qu'on n'a pas pu évoquer ce soir. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour le prochain débat sur la rentrée scolaire et universitaire, nous parlerons de la reprise des cours au niveau du supérieur et dans les 8 universités publiques du pays. Excellente soirée à tous. Au revoir.